Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans cette affaire glaçante, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager massivement pour faire connaître cette histoire au plus grand nombre. Aujourd'hui, je vais vous raconter une tragédie, une erreur qu'on ne peut plus réparer. Un père avait pressenti le danger. Il avait supplié sa fille de ne pas y aller. Mais elle n'a pas écouté. Aveuglée par une opportunité en or, séduite par des promesses trop belles pour être vraies, elle a fait confiance à un parfait inconnu. Elle pensait qu'il allait changer sa vie. Mais il l'a arrachée à la vie. Ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Cette affaire nous rappelle une chose essentielle. L'instinct d'un parent n'est jamais à prendre à la légère. Et surtout, que toute offre trop belle cache parfois un piège mortel. Installez-vous, l'histoire commence maintenant. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence le 4 septembre 1991, à Catford, un quartier calme du sud-est de Londres, jusqu'à ce qu'un homme pousse les portes d'un commissariat, l'air inquiet. Monsieur Rogers, il venait signaler ce que tout parent redoute, la disparition de sa fille. Lynn Rogers, 17 ans, partie le matin même pour un simple entretien d'embauche, rien d'exceptionnel. Elle voulait juste bosser. Un job, un rendez-vous, une journée qui devait être banale, rapide, sans histoire. Mais voilà, les heures ont passé, 12 pour être exact, et toujours pas de nouvelles. Aucun appel, pire encore, le numéro qu'elle avait laissé en cas de besoin, injoignable, comme si tout à coup elle avait cessé d'exister. Alors, son père a réagi. Il n'a pas attendu, il a contacté les autorités. Mais que savait-on vraiment de Lynn ? Pas grand-chose, à vrai dire. Elle vivait avec son père et sa sœur menait une vie paisible, discrète. Son monde tournait autour de sa passion. Un cheval qu'elle visitait régulièrement dans une écurie. Une routine bien huilée, jamais négligée. Sauf ce jour-là. Quelque chose a déraillé. Les policiers ont commencé par examiner la vie personnelle et l'entourage de la disparue. Lynn était une jeune fille très calme, polie, sans histoire. Elle n'avait jamais fugué, ne souffrait d'aucun trouble psychologique, n'était liée à aucune addiction ni à aucun milieu criminel. Récemment, elle n'entretenait aucune relation amoureuse. Elle s'était concentrée sur son avenir professionnel, avec l'objectif de gagner suffisamment d'argent pour financer ses études et se construire une vie stable. Elle n'avait pas non plus d'ex-petits amis instables ou violents pouvant représenter une menace. Très vite, les enquêteurs ont compris que la clé de cette disparition se trouvait sans doute dans ce fameux rendez-vous d'embauche. Lynn était une jeune fille ambitieuse, déterminée à faire carrière. Elle s'intéressait particulièrement au secteur du tourisme. D'ailleurs, malgré son jeune âge, elle avait déjà travaillé à temps partiel dans une entreprise spécialisée dans la vente de séjours touristiques. Mais peu avant sa disparition, elle avait perdu ce poste. La société avait fermé ses portes. Refusant de rester inactive, Lynn avait aussitôt entrepris de chercher une nouvelle opportunité, afin de rester indépendante. En l'espace de quelques semaines, elle avait envoyé plus de 60 candidatures à différentes entreprises. La plupart étaient situées dans le sud-est de Londres, une zone qu'elle connaissait bien et facile d'accès pour elle. Comme souvent dans ce genre de démarche, la majorité des employeurs n'ont jamais répondu. Mais certains l'ont contactée, et parmi eux, une personne s'est démarquée. Une proposition bien plus intrigante, bien plus séduisante que toutes les autres. C'est sur celle-là que Lynn a immédiatement jeté son dévolu. Il s'agissait d'un homme qui s'était présenté comme pilote et propriétaire d'une petite compagnie aérienne privée. Très intéressé par le profil de Lynn, il avait appelé chez elle à 4 reprises. Il lui proposait un poste d'hôtesse de l'air à bord d'un jet privé réservé à des hommes d'affaires. Le travail consistait à accompagner des clients fortunés lors de vols à travers l'Europe. Et surtout, il promettait un salaire mirobolant, environ 15 000 livres sterling par mois. Une somme bien au-dessus de tout ce qu'une adolescente de 17 ans pouvait espérer. Pour Lynn, c'était une chance inouïe, une opportunité en or qui allait, pensait-elle, propulser sa carrière. Elle était tellement enthousiasmée qu'elle a balayé les doutes de son père. Ce dernier trouvait l'offre trop belle pour être honnête. Il ne comprenait pas pourquoi on proposerait un poste aussi prestigieux à une jeune fille sans aucune expérience dans le domaine. Pourquoi engager Lynn, alors qu'il existait sûrement des candidates beaucoup plus qualifiées? Mais la jeune fille a su le rassurer.
Elle lui a affirmé que tout était sous contrôle, qu'elle avait bien vérifié et que c'était sérieux. Et le père, malgré ses craintes, a fini par se ranger à son avis. Pourtant, ses doutes n'étaient pas infondés. Les autorités ont découvert que Lynn devait retrouver son employeur à une gare ferroviaire, non loin de chez elle. Ensuite, le pilote devait l'emmener vers un petit aéroport situé dans le Sussex. Selon le plan annoncé, il devait ensuite prendre un hélicoptère jusqu'à un aéroport plus grand, où se trouvait le jet privé. Là, le pilote comptait lui faire visiter les lieux, lui présenter son futur environnement de travail et lui expliquer les conditions du poste. Un tel périple, aussi long et complexe, pour un simple entretien d'embauche, cela paraissait totalement disproportionné, et ça inquiétait encore plus le père de Lynn. Pourquoi tout cela ne pouvait-il pas se faire dans un simple bureau, comme dans n'importe quelle entreprise? Mais Lynn, elle, ne voulait rien entendre. Elle tenait fermement à cette offre et refusait de la laisser passer. C'était pour elle une chance unique, et elle ne comptait pas la laisser filer. Pourtant, plus les enquêteurs creusaient les détails de ce fameux voyage, plus tout cela leur semblait louche. Rien ne collait. C'était une mise en scène étrange, une organisation inutilement compliquée pour un simple entretien. On aurait dit que ce recruteur cherchait volontairement à brouiller les pistes. Et un détail a particulièrement alerté les autorités. Ce mystérieux pilote avait expressément demandé à Lynn d'emporter tous ses documents officiels avec elle. Une exigence pour le moins inhabituelle et potentiellement très dangereuse. Les policiers ont interrogé la sœur cadette de Lynn. Elle se souvenait d'avoir reçu plusieurs appels de cet homme étrange quand il cherchait à joindre Lynn. Un élément lui avait particulièrement marqué l'esprit. Durant l'un des appels en arrière-plan, elle avait clairement entendu le bruit d'avion. Et surtout, une voix annonçant l'autorisation de décollage du vol 101. Une phrase anodine, mais qui s'était imprimée dans sa mémoire. Après avoir interrogé la famille, les enquêteurs ont tout tenté pour localiser Lynn. Mais très vite, sa trace s'est évaporée. Était-elle réellement partie à l'étranger? Était-elle encore au Royaume-Uni? Était-elle retenue contre son gré? Personne ne le savait, aucune activité n'a été détectée. Le passeport que Lynn devait obligatoirement emporter n'avait été utilisé nulle part. Elle n'avait franchi aucune frontière. L'équipe d'enquête ne pouvait pas dire si elle était encore en vie ou non. Et ce flou laissait un espoir, fragile mais tenace, à ses proches. Le père de Lynn a décidé de passer à la télévision pour lancer un appel à l'aide. Il s'est adressé au grand public, suppliant quiconque ayant vu ou entendu quelque chose de se manifester. Les enquêteurs tentaient de mobiliser le plus de monde possible autour de l'affaire, mais la plupart des signalements reçus étaient peu exploitables, voire incohérents. Dans les jours qui ont suivi, la disparition de Lynn Rogers a pris une ampleur nationale. Des brigades de volontaires se sont jointes aux policiers pour organiser les recherches. Des affiches avec le visage de Lynn ont été placardées un peu partout, en particulier dans les gares, les stations de métro et les aéroports. Tous ceux qui avaient pu se trouver dans ces lieux au moment de sa disparition ont été interrogés. Et c'est là qu'est apparu le premier témoignage vraiment précieux. Un homme a raconté s'être trouvé dans une gare du Sussex. En voulant passer un appel depuis une cabine téléphonique, il s'était retrouvé à attendre. La cabine était occupée par un homme en pleine conversation, sur un sujet pour le moins étrange. Intrigué, le témoin avait écouté sans le vouloir. Et ce qu'il avait entendu correspondait mot pour mot à la proposition d'emploi reçue par Lynn. Il était question d'un salaire élevé, de vol en hélicoptère, de déplacement à travers l'Europe. L'homme dans la cabine tenait un appareil dans ses mains, un petit dispositif qui reproduisait des bruits d'avion. Toute la scène lui avait paru absurde, presque théâtrale. Rien dans cette conversation ne sonnait comme un vrai entretien d'embauche, ni le décor, ni l'attitude du type, ni même le moment. Tout semblait calculé. Ce témoignage a immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs, car ce jour-là correspondait précisément à l'un des moments où le mystérieux pilote avait contacté Lynn. Et s'il ne s'agissait pas d'un véritable pilote, mais d'un homme jouant un rôle, dans un piège soigneusement orchestré? Malheureusement, en 1991, il était très difficile de remonter efficacement des informations. Il n'y avait pas encore de système de vidéosurveillance répandu dans les rues, et les téléphones portables n'étaient pas encore utilisés par la majorité des gens. La seule piste concrète que possédaient les enquêteurs, c'était cette cabine téléphonique. Alors,
l'équipe d'investigation a envoyé plusieurs techniciens sur les lieux indiqués par le témoin. La cabine a été inspectée de fond en comble. On a relevé une grande quantité de traces et d'empreintes digitales. Au total, entre 20 et 30 personnes différentes étaient passées par là en quelques jours. Mais cela n'a pas vraiment aidé. À ce stade, aucun suspect n'avait été identifié, donc il n'y avait rien à quoi comparer ces empreintes. Les techniques d'analyse ADN au début des années 90 étaient encore très rudimentaires, et il restait une probabilité non négligeable que les empreintes du ravisseur aient été effacées, recouvertes ou complètement brouillées par d'autres usagers de la cabine. Malgré tout, les autorités ont agi rapidement. L'espoir de retrouver Lynn Rogers vivante restait intact. Mais 5 jours après sa disparition, l'espoir a commencé à vaciller. À une 50aine de kilomètres de sa ville natale, un corps féminin a été retrouvé. C'est un chasseur qui traversait une forêt dense à Rotherfield, dans l'est du Sussex, qui a donné l'alerte. Il avait repéré une étrange accumulation de branches au milieu d'un buisson de mûres. Intrigué, il s'est approché et a découvert une jeune fille, étendue face contre terre. L'homme a immédiatement alerté la police. Lors des premières constatations sur place, les enquêteurs ont estimé que la victime se trouvait là depuis plusieurs jours. Elle était entièrement vêtue mais ne possédait aucun effet personnel. Pas de sac, pas de papier, rien qui puisse aider à son identification rapide. Le corps a été transféré à la morgue pour une analyse plus approfondie. À ce moment-là, plusieurs disparitions faisaient déjà l'objet d'enquêtes simultanées. Mais très vite, les détectives ont soupçonné qu'il pouvait s'agir de Lynn. L'examen visuel du médecin légiste a révélé un détail marquant, une cicatrice sur le genou gauche. Cette caractéristique correspondait exactement à celle signalée pour Lynn Rogers. La confirmation formelle est venue peu après, grâce à l'étude de ses dossiers dentaires. Il ne faisait désormais plus aucun doute. La victime retrouvée dans les bois, c'était bien Lynn. L'affaire changeait brusquement de nature. Ce n'était plus une disparition, mais un homicide. Il était clair que la jeune fille n'était pas morte de façon accidentelle. Le médecin légiste a cherché à établir la cause exacte de la mort. Très vite, il a identifié des marques évidentes de strangulation, des ecchymoses nettes autour du cou et de multiples ruptures de capillaires sur le visage, notamment dans les yeux, indiquant une mort par asphyxie. L'hypothèse d'une agression sexuelle a été envisagée, mais aucune trace d'abus n'a été trouvée sur le corps. Ce qui restait, en revanche, inexpliqué, c'était des éraflures au niveau du menton. Le médecin n'en comprenait pas l'origine, mais dès le lendemain, l'évidence l'a frappé. Ces marques étaient les empreintes d'une morsure humaine, un détail aussi macabre que précieux, car la dentition d'un individu, tout comme une empreinte digitale, est unique. Ce type de trace pouvait, avec un moulage adapté, permettre d'identifier un suspect. Mais il y avait un problème. Il n'y avait toujours aucun suspect à qui comparer cette morsure. Pas même une piste sérieuse. Le lien avec l'homme aux généreux offres d'emploi restait hypothétique. Et l'enquête, elle, flottait encore dans une brume épaisse d'incertitude. Dans quelle direction chercher? Et surtout, qui avait réellement tendu ce piège à Lynn Rogers? Les détectives ont alors décidé de reprendre toute l'enquête depuis le début, en repassant en revue chaque source d'information en leur possession. Ils ont commencé par les échanges avec la sœur de Lynn. Rien que de cet entretien, ils ont récolté près de 95 pages de données biographiques sur la jeune fille. Statistiquement, la moitié de ces informations sont souvent inutiles. Mais ce travail fastidieux est indispensable pour comprendre avec qui la victime a pu entrer en contact, volontairement ou non. Dans ce cas précis, cela a surtout demandé énormément de temps. Mais les enquêteurs persistaient. Les recherches de témoins se sont poursuivies dans les gares, les stations de métro et les nœuds de transport que Lynn était censée traverser. Ils ont tenté de retracer son parcours, depuis le pas de sa porte, le jour de sa disparition. Et c'est ainsi qu'un nouveau témoin clé est apparu, un chauffeur de taxi londonien. Ce jour-là, il attendait un client à la station de Charing Cross. Il a remarqué une jeune femme très élégante qui attirait tous les regards. Il se souvenait d'elle avec une netteté troublante. Elle était belle, soignée, raffinée. Il en avait été sincèrement impressionné. Et il ne s'était pas trompé. Lynn avait, en effet, pris soin de se préparer avec soin pour son entretien.
Maquillage discret mais élégant, tenue impeccable. Elle voulait ressembler à une véritable hôtesse de l'air. Le témoignage du chauffeur concordait parfaitement avec l'apparence de Lynn ce jour-là. Il l'avait vue attendre quelqu'un, puis monter dans une voiture bleue arrivée peu après. Plus tard, au cours de l'enquête, le chauffeur de taxi a reconnu la jeune fille en voyant sa photo dans les journaux. Il n'y avait plus de doute possible, c'était bien Lynn Rogers. Ce témoignage a pris un poids considérable, car ce conducteur s'est révélé être la dernière personne à l'avoir vue vivante. Malheureusement, il n'avait pas pu relever le numéro d'immatriculation, ni identifier précisément la marque du véhicule, ni même voir le visage du conducteur. Mais il a tout de même fourni aux enquêteurs les premières pistes concrètes. Et coup de chance, ce chauffeur possédait une mémoire visuelle exceptionnelle. Dans ses souvenirs, une chose ressortait très nettement, la couleur inhabituelle de la voiture. Les policiers lui ont présenté différentes palettes de couleurs automobiles standards et il a pu, en comparant, affiner son choix. Ce travail minutieux a permis de réduire la liste des véhicules potentiels à un seul modèle, plutôt rare. Mais ce n'est pas tout. Le chauffeur a aussi précisé que le conducteur portait une tenue ressemblant à un uniforme de pilote. Cette révélation a été cruciale. Elle confirmait les soupçons les plus sombres des enquêteurs. Le recruteur était probablement bien impliqué dans le meurtre. Fort de cette avancée, les policiers ont alors décidé de reprendre contact avec le premier témoin, celui qui avait entendu une étrange conversation dans la cabine téléphonique. Cette fois-ci, ils se sont concentrés sur les moindres détails de son récit, et une nouvelle information capitale a émergé. Le témoin se souvenait que l'homme dans la cabine avait sorti un petit appareil, un dictaphone. Il l'avait actionné pendant l'appel. À l'époque, il n'y avait pas prêté attention, mais maintenant, à la lumière des autres éléments, cela prenait tout son sens. Selon les déclarations de la sœur de Lynn, l'appel qu'elle avait reçu contenait en fond le bruit d'un aéroport. Il devenait donc probable que l'homme avait simplement diffusé un enregistrement de son d'avion, pour donner l'illusion qu'il se trouvait réellement dans un environnement aérien. Une mise en scène, fausse, calculée et dangereuse. C'était cette fameuse autorisation de décollage pour le vol 101. Le témoin se souvenait aussi que l'homme dans la cabine tenait en main une feuille de papier qui ressemblait fortement à un CV. C'est ainsi que les détectives ont compris que le probable ravisseur avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à se procurer le CV de Lynn, un document contenant sa photo, ses coordonnées et des lettres de recommandation. Les enquêteurs se sont alors tournés de nouveau vers la famille de la victime, dans l'espoir d'établir la liste complète des entreprises auxquelles elle avait envoyé ses candidatures. En fouillant sa chambre, ils ont retrouvé un carnet. À l'intérieur, une liste manuscrite de plus de 300 entreprises que Lynn avait identifiées comme potentiels employeurs. D'après les informations connues, elle avait envoyé environ 60 CV, chacun comportant son adresse personnelle et son numéro de téléphone. Il fallait désormais déterminer lesquelles de ces entreprises avaient effectivement reçu sa candidature, et surtout, qui aurait pu en profiter à des fins criminelles. C'est là que la sœur de Lynn a de nouveau été d'une aide précieuse. Elle se souvenait d'un échange bref entre sa sœur et le mystérieux employeur. L'homme avait précisé qu'il avait obtenu le CV dans un bureau situé à Greenwich. Dans le carnet de Lynn, une seule entreprise correspondait à une adresse dans ce secteur, une société nommée Africa Hinterland. Ce qui a immédiatement éveillé la curiosité des enquêteurs, c'est que cette entreprise, à cette période, ne travaillait plus du tout dans le domaine de l'aviation. Elle avait fermé ses portes quelque temps auparavant. Les policiers se sont donc rendus dans le centre de bureau où se trouvait autrefois le siège londonien d'Africa Hinterland. Sur place, ils ont découvert qu'un service centralisé gérait toujours la réception du courrier, même pour les entreprises fermées. Chaque société fermée possédait une boîte postale spécifique où étaient stockées les lettres qui continuaient d'arriver malgré la cessation d'activité. Le CV de Lynn aurait dû s'y trouver, mais il était introuvable. Un employé du centre est alors intervenu. Il se souvenait d'un détail crucial. À l'époque de la fermeture d'Africa Hinterland, un homme s'était présenté, affirmant travailler pour l'entreprise. Il avait demandé l'accès à la boîte aux lettres pour récupérer les derniers documents. L'employé se souvenait de cet homme parce qu'il ne l'avait jamais vu auparavant, du temps où Africa Hinterland
était encore en activité. Il l'avait trouvé étrange, et il était arrivé à bord d'une voiture bleue. L'employé n'avait pas pu identifier le modèle exact, mais la teinte du véhicule correspondait parfaitement à celle décrite par le chauffeur de taxi à la gare. Ce mystérieux visiteur avait obtenu l'accès à la boîte postale de la compagnie et en avait retiré plusieurs documents. Il est donc très probable que parmi eux se trouvait le CV de Lynn. Ce témoin du centre d'affaires a fourni aux enquêteurs une information encore plus précieuse, le nom de l'homme. En effet, pour récupérer les documents, celui-ci avait dû décliner son identité. C'est ainsi que les policiers ont obtenu le nom de leur principal suspect, un homme de 36 ans nommé Scott Singleton. Le témoignage seul ne suffisait pas. Les enquêteurs ont poursuivi leur vérification et ils ont mis la main sur un ticket de stationnement payé ce jour-là, au nom de Scott Singleton. Cette preuve permettait désormais de relier les faits entre eux. Ils ont alors commencé à suivre ses déplacements. Et bientôt, ils ont pu confirmer qu'il avait bien passé un appel depuis une cabine téléphonique, celle-là même où le bruit d'un aéroport avait été entendu. 2 éléments décisifs venaient donc de tomber. Le lien avec le CV de Lynn et la présence avérée dans la cabine téléphonique suspecte. Dès lors, la police s'est plongée dans la vie de Scott Singleton. Il avait 35 ans, était célibataire et venait de divorcer peu de temps auparavant. Père de 2 enfants, il gardait des contacts réguliers avec eux. Son passé judiciaire n'était pas très chargé. Quelques infractions mineures, des amendes, rien qui ne laissait présager un acte aussi violent. C'est ce qui rendait l'affaire encore plus étrange. Comment un homme au profil relativement banal avait-il pu basculer dans un crime aussi froid, aussi prémédité? Le 28 septembre 1991, les enquêteurs ont estimé avoir réuni suffisamment de preuves. Scott Singleton a été arrêté. Une fois placé en détention, les policiers ont obtenu un mandat pour perquisitionner son domicile. Ce qu'ils y ont découvert n'a fait que renforcer leurs soupçons. Ils ont mis la main sur un uniforme de pilote, un émetteur radio capable de capter et de diffuser des fréquences aéronautiques semblables à celui utilisé dans les tours de contrôle. Ils pensaient que c'était cet appareil qui avait permis à Scott de simuler le bruit d'un aéroport ou d'une cabine de pilotage lors de ses appels à Lynn. Mais ce n'est pas tout. Des fibres noires retrouvées sur les vêtements de la victime correspondaient exactement à celles trouvées dans la maison de Singleton et sur le siège passager de son véhicule. Le même véhicule bleu décrit par le chauffeur de taxi. D'autres objets troublants ont été retrouvés. Ils révélaient une véritable obsession de Scott Singleton pour le monde de l'aviation. Pourtant, il n'était pas pilote, ni diplômé, ni même en possession d'une licence. En vérité, son seul lien avec ce milieu était la participation à quelques cours de pilotage amateur, il y a plusieurs années. Et même cela, il ne les avait jamais terminés. Et pourtant, 2 femmes de son entourage, son ex-femme Pat et sa nouvelle compagne Kim, étaient persuadées qu'il était un pilote qualifié. Il avait menti, à tout le monde, sans exception. Mais pourquoi? Pourquoi bâtir toute une double vie sur un mensonge? Pourquoi séduire, manipuler et tuer? Cette part d'ombre restait insondable. Quoi qu'il en soit, pour piéger Lynn Rogers, Scott Singleton avait utilisé des dispositifs techniques sophistiqués, destinés à convaincre sa victime qu'il était bel et bien un professionnel du secteur aérien. Les enquêteurs soupçonnaient même qu'il avait pu accéder à une véritable tour de contrôle afin d'enregistrer une séquence audio authentique, qu'il aurait ensuite diffusée au téléphone pour rendre son mensonge plus crédible. Il était parvenu à tromper tout son entourage, mais tromper les détectives, c'était une autre affaire. Interrogé, Scott n'a jamais admis avoir connu Lynn Rogers. Il niait catégoriquement s'être rendu à Rotherfield, là où le corps avait été retrouvé. Il a fourni un alibi. Selon lui, le jour de la disparition de Lynn, il se trouvait avec son ex-femme Pat, en visite avec ses enfants. Ensuite, disait-il, il avait passé la soirée avec sa nouvelle compagne, Kim. Les policiers ont donc convoqué les 2 femmes pour vérifier cette version. D'abord, elles ont confirmé les propos de Scott. Oui, il avait bien été avec elles ce jour-là. Mais dès qu'on leur demandait des précisions, à quelle heure exactement il était arrivé, ce qu'ils avaient fait ensemble, s'il y avait eu des appels ou des témoins, leur réponse devenait floue. Elle semblait nerveuse, inconfortable, comme si quelque chose clochait.
Plus l'interrogatoire avançait, plus leurs affirmations devenaient bancales, et finalement les deux femmes ont fini par admettre la vérité. Scott n'était pas avec elles ce jour-là. Il avait disparu de la matinée jusqu'au soir. Le lendemain de la disparition de Lynn, Scott avait revu ses deux compagnes, son ex-femme Pat et sa nouvelle petite amie Kim, et les avait convaincus qu'il valait mieux dire à la police qu'il avait passé la journée avec elles. Elles avaient accepté de soutenir son histoire, mais tout cela n'était qu'un mensonge, et ce n'était pas la seule supercherie. Même son identité n'était pas réelle. Le véritable nom de cet homme était André Reich. Il l'avait légalement changé en Scott Singleton pour des raisons qui restaient elles aussi bien mystérieuses. Une pression immense pesait alors sur les enquêteurs. Le procureur avait donné un délai strict, 36 heures à partir de l'arrestation de Scott pour réunir les preuves clés et formuler officiellement une inculpation. Un contre-la-montre implacable. Mais le mensonge était un labyrinthe. Et les détectives manquaient de temps. Une pièce essentielle du puzzle restait le marqueur de la morsure. Il fallait absolument obtenir une empreinte dentaire de Scott Singleton afin de la comparer avec la morsure relevée sur le menton de la victime. Sans surprise, il a refusé catégoriquement. Et sans son consentement, la police ne pouvait légalement obtenir ce moulage. Or, cette trace de morsure était l'un des seuls éléments capables de transformer l'enchaînement d'indices en preuve directe. Le reste n'était qu'indiciaire, trop fragile devant un tribunal. Résultat, les forces de l'ordre ont été obligées de le relâcher. L'espoir s'est reporté alors sur un autre élément potentiellement décisif, le véhicule bleu utilisé lors de l'enlèvement, ce même véhicule aperçu par le chauffeur de taxi à Charing Cross. La voiture était bien enregistrée au nom de Scott Singleton, mais lorsqu'ils ont voulu la saisir, elle a disparu. Les détectives ont continué à diffuser un avis de recherche contenant les caractéristiques du véhicule. Le commissariat a reçu de nombreux appels et messages, mais la plupart se sont révélés inutiles, compliqués, voire même contre-productifs. Chaque signalement exigeait du temps pour être vérifié et parfois faisait perdre de précieuses heures à l'équipe. Pourtant, c'était le seul moyen d'espérer obtenir des informations réellement exploitables. Et enfin, un appel a tout changé. Un homme a contacté la police pour signaler qu'il avait aperçu un véhicule bleu correspondant à la description dans Rotherfield. Il était garé dans une ruelle sombre, non loin de l'endroit où le corps de Lynn avait été retrouvé, en pleine forêt. La voiture était restée plusieurs jours sans bouger. Intrigué, le témoin avait noté la marque et le numéro d'immatriculation. Après vérification, le véhicule a bien été identifié comme appartenant à Scott Singleton. C'était un tournant. Pour la première fois, les enquêteurs ont pu le relier physiquement au lieu du crime. Scott avait menti, mais il fallait encore le relier directement à la victime. Les empreintes digitales relevées dans la cabine téléphonique ne correspondaient pas à celles de Scott, mais cela ne prouvait rien. Cette cabine avait été utilisée par des dizaines d'autres personnes, et les empreintes du véritable auteur pouvaient très bien avoir été effacées, superposées ou tout simplement absentes. Le seul lien vraiment exploitable avec le corps de Lynn restait la morsure. Malheureusement, à l'époque, il n'existait pas encore de base de données informatisée rassemblant les radios ou empreintes dentaires issues du système de santé. Alors, les policiers ont dû mener une enquête à l'ancienne. Ils ont commencé à contacter un à un les dentistes du quartier où vivait Scott. Ils ont fouillé, vérifié, croisé les noms, épluché les carnets de rendez-vous, cherché des radios, des empreintes, des historiques de soins. Un travail long, minutieux, éprouvant. Et surtout, rien ne garantissait qu'ils trouveraient quoi que ce soit. Scott pouvait très bien avoir consulté un praticien sous un faux nom. Et dans ce cas, toute la piste s'effondrerait. Les enquêteurs ont fini par retrouver une radiographie dentaire de Scott ainsi que sa fiche de suivi chez un dentiste. Mais malheureusement, ces documents ne suffisaient pas pour analyser la morsure laissée sur le menton de Lynn. Il fallait un moulage en plâtre de sa dentition, et ce type de modèle n'est généralement pas conservé indéfiniment. Leur durée de conservation est limitée, et il était tout à fait possible que celui de Scott ait été détruit depuis longtemps. Mais les policiers ont persévéré, et ont fini par localiser le dentiste qui s'était occupé de Scott Singleton. Et là, soulagement, le professionnel a confirmé qu'un moulage était encore conservé dans ses archives,
Ce modèle a permis une comparaison directe avec la trace de morsure laissée sur le visage de Lynn Rogers. L'expert médico-légal chargé de l'analyse a été formel. La morsure correspondait parfaitement à la dentition de Scott Singleton, avec tous les détails uniques de son alignement, de ses irrégularités et de l'usure de ses dents. Les enquêteurs tenaient enfin la preuve irréfutable. Le 10 octobre, ils ont procédé à l'arrestation définitive de Scott Singleton, 36 ans. Cette fois, il a été officiellement inculpé pour le meurtre de Lynn Rogers. Le parquet a estimé que l'homme était tombé par hasard sur le CV de Lynn, alors qu'il se trouvait dans les locaux de sa propre entreprise de peinture automobile, située dans le même bâtiment que l'ancienne compagnie aérienne. Dès qu'il a vu la photo de la jeune fille, elle lui a plu. Et le hasard a voulu que Lynn habite non loin de chez Kim, la petite amie de Scott. Il connaissait bien le quartier, et il est très probable qu'il l'ait suivie à plusieurs reprises. Obsédé, il a voulu créer un lien avec elle. Il l'a contactée sous un faux prétexte professionnel, en se faisant passer pour un pilote. Il l'a invitée à un entretien qui n'en était pas un. Ce qui s'est passé lors de cette rencontre reste flou, mais les enquêteurs pensent que Lynn a démasqué le mensonge. Elle a compris que Scott n'était pas pilote, que l'offre d'emploi était une manipulation. Elle aurait très mal réagi. Peut-être avec colère, peut-être avec peur. Scott, paniqué à l'idée qu'elle révèle tout, a préféré l'éliminer. Il n'a pas abusé d'elle, mais il l'a frappée, puis étranglée, avant de cacher son corps dans les bois, comme un vulgaire fardeau. Le criminel a continué à nier toute implication, et à cause de ça, il restait impossible de savoir où exactement le meurtre de Lynn avait eu lieu. L'avait-il attaqué dans sa voiture, ou l'avait-il d'abord emmené dans les bois pour l'étrangler ensuite? Seul Scott Singleton pouvait confirmer ou infirmer ces hypothèses, et il gardait obstinément le silence. Pendant que le parquet préparait le procès, l'enquête se poursuivait en parallèle. Il restait des zones d'ombre, des questions sans réponse, mais les enquêteurs sentaient qu'ils étaient à 2 doigts de boucler l'affaire, qu'il ne manquait qu'une seule pièce du puzzle. Ils ont choisi de s'en tenir à la version la plus plausible. Lynn avait découvert la supercherie. Elle avait compris que l'homme qu'elle pensait rencontrer pour un emploi n'était qu'un imposteur. Et cet imposteur ne pouvait pas se permettre de la laisser repartir. Elle menaçait tout son univers de mensonges, tout le personnage qu'il s'était inventé. Alors, en désespoir de cause, il l'a tuée. Les détectives savaient aussi qu'au cours d'un appel avec Lynn, une voix avait lancé autorisation de décollage pour le vol 101 en arrière-plan. Ils pensaient que ce son avait été diffusé à l'aide d'un scanner radio imitant les fréquences aéroportuaires. Mais un rebondissement inattendu a tout changé. La petite amie de Scott, Kim, a contacté les enquêteurs. Elle s'est manifestée après l'arrestation de son compagnon, et ce qu'elle avait en sa possession allait s'avérer déterminant. Elle a remis aux policiers une cassette audio qu'elle avait retrouvée chez eux. Dessus, une reconstitution enregistrée par Scott lui-même. Il s'y entraînait à jouer le rôle d'un contrôleur aérien, répétant les phrases d'usage avec sérieux, comme dans un mauvais scénario. Sur la bande, on entendait sa propre voix, enregistrée à plusieurs reprises, donnant des autorisations de vol, notamment celle du vol 101. C'était la preuve sonore exacte entendue par la sœur de Lynn. La compagne de Scott, Kim, a confirmé que le son entendu en arrière-plan lors de l'appel téléphonique provenait bien de cette cassette audio. Elle a également témoigné contre lui au procès, ce qui a porté un coup dur à la défense de l'accusé. Kim a raconté comment elle avait elle aussi été trompée par cet homme. Elle l'a décrit comme un manipulateur habile, un menteur froid et un individu extrêmement dangereux. En réalité, Scott n'avait ni emploi prestigieux, ni salaire élevé, ni même la moindre perspective de carrière dans l'aviation, contrairement à ce qu'il aimait faire croire à tout le monde. Le procès de l'assassin de Lynn Rogers a été profondément émouvant. En 1992, le tribunal a condamné Scott Singleton, âgé de 37 ans, à la prison à perpétuité. Mais le verdict a déclenché une scène de tension intense. Le père de Lynn, âgé de 55 ans, a tenté de se jeter sur l'accusé. Il a fallu l'intervention de 3 policiers pour le retenir, tandis qu'il hurlait qu'il allait le tuer. « Je le retrouverai, il ne s'en sortira pas comme ça », a-t-il crié, submergé par la douleur et la rage. Malgré tout cela, Scott a continué à clamer son innocence. Jusqu'au bout du procès, il a nié être impliqué dans la mort de Lynn. Son avocat a déclaré qu'il ferait appel du jugement,
mais le procureur a assuré qu'il se battrait pour que le verdict soit maintenu. Pour l'accusation et pour la famille de Lynn, la justice a été rendue. C'est la fin de cette affaire. Si cette histoire vous a marqué, dites-le moi en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner et surtout à rester prudent. À très bientôt pour une nouvelle affaire.